Madame, Monsieur, bonsoir. Et bienvenue, c'est avec Mylène Hamon, candidate au record Guinness, qui a réalisé 130 portraits en 120 heures que nous commençons cette émission. Et ensuite, nous parlerons du renforcement du dispositif pour un Internet plus sûr en Côte d'Ivoire, avec la création de la toute nouvelle agence dédiée à la cybersécurité. Pour terminer cette première partie, nous ferons un zoom sur le président du COJEP, Charles Blé Goudé, pour qui l'opposition ne doit pas s'unir à tout prix. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque jour. Merci de votre fidélité à ce programme. Ce soir encore, nous allons analyser avec nos amis chroniqueurs l'actualité nationale. Aujourd'hui, on restera sur l'actualité nationale. Nous commençons à saluer Élisée Boloubeux qui nous rejoint encore ce soir. Merci Élisée d'être là. Bonsoir. Bonsoir chers amis sur le plateau. Je voudrais saluer particulièrement Bruce Stéphane, un jeune homme que j'ai rencontré aujourd'hui et qui est un féru en tout cas du Grand Talk, et qui m'a chargé aussi de vous transmettre ses salutations. Merci infiniment, Élisée. Et nous saluons donc le tout nouveau président des Verts en Côte d'Ivoire, le Parti des écologistes, Herman Aboua. Bonsoir. Et bonsoir, félicitations Christelle. Justement pour le lancement de ce parti. Merci, c'est surtout un mouvement politique, les écologistes. En tout cas, merci de votre participation, vous avez me soutenir. J'étais content de voir Daouda, Élisée, Vorvor et tout le monde. En tout cas, merci d'être venu. Je suis encore là pour vous ce soir. Bonsoir chez vous. Merci Herman. Marius Komoé, bonsoir. Merci d'être là. Merci, bonsoir. Félicitations à Herman Aboua. C'est vrai que nos agendas ne nous ont pas permis d'être là, mais nous étions de cœur avec lui. Et félicitations encore une fois pour votre élection à la tête des écologistes de Côte d'Ivoire. Merci. Daouda Coulibaly dit Sa Majesté, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. J'aimerais marquer une petite pause pour dire qu'aujourd'hui, c'est le 11 février 2025. À la même date, la Côte d'Ivoire montait sur le toit de l'Afrique en nous ramenant la 3e étoile. Et donc cette victoire de la Côte d'Ivoire à la plus belle CAN jamais organisée doit vous rappeler quelque chose. Quelles que soient les difficultés, même si tout semble perdu, n'oubliez pas, croyez en vous, croyez en Dieu, on peut y réussir. Si la Côte d'Ivoire réussit, vous pouvez réussir. Merci donc, joyeux beaucoup. Anniversaire à tous les Ivoiriens et aux éléphants de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Daouda. On se souviendra toujours de ce 11 février 2024. Messieurs, avec votre permission, nous démarrons notre plateau avec justement l'exploit qu'a réalisé notre compatriote Mylène Hamon, qui a réalisé 130 portraits en 120 heures. Elle a démarré donc son parcours le 5 février. Elle a terminé, je crois, aujourd'hui. Si je ne m'abuse, aujourd'hui, voilà, au stade de la BAE, c'est là qu'elle avait donc installé son atelier pour faire donc cet art, comment est-ce qu'on l'appelle déjà, rappelez-moi, Papy art. Papy art, et plusieurs portraits, donc on a dit 130 portraits. Herman, est-ce qu'on peut parler un peu de notre compatriote Mylène Hamon, qui a réalisé, pour nous en tout cas, un record à saluer? Non, mais son record, il n'est pas discutable. Aujourd'hui, elle a le record Guinness de plus grand nombre de tableaux, de portraits dans cette technique d'illusion optique avec du papier, qu'on appelle PP Art. Donc, elle est carrément championne dedans. Parce qu'il faut signaler qu'il y a un record de 100 portraits réalisés déjà par quelqu'un d'autre, par un autre artiste, portraitiste. Mais le fait est qu'elle voulait battre ce record de 100 portraits. Mais en plus de cela, sa catégorie à elle, c'est une catégorie qui est nouvellement introduite dans le record Guinness. Ça veut dire qu'elle partait pour battre elle-même son propre record, son propre challenge. Donc, c'est un espoir personnel. Hein. Mais moi, je suis passé là-bas, j'ai vu comment est-ce qu'elle travaillait. Elle était très concentrée. Ça veut dire qu'il y avait le public, mais elle était vraiment... Lorsque des personnalités arrivent, elle ne fait que soulever, si elle a pu réaliser leur portrait, soulever peut-être en 3 ou 5 secondes pour qu'ils puissent voir leur portrait. Mais après cela, elle replonge dans son travail. Souvent, elle met même des casques pour continuer le travail. Donc, c'était un acharnement. En 5 jours, 120 heures, elle a pu faire 130 portraits. Elle a battu le record de 100 portraits en 120 heures. Et
elle a demandé une prolongation qu'elle a obtenue, mais elle a terminé. On va savoir tout à l'heure le décompte des portraits qu'elle a réalisés. Ce qui m'a beaucoup le plus touché, c'est cette force-là à chercher à dessiner avec sa technique toutes les personnalités, même celles des personnalités politiques, mais des personnalités aussi de classe intermédiaire qu'on voit et autres, mais elle a voulu marquer leur visage. Voilà, il faut peut-être prendre ces portraits-là, les emmener à les mettre dans un musée, parce que c'est vraiment une œuvre d'exploit qu'elle a pu réaliser. Élisée Boloubé, il faut aussi dire que ces portraits-là seront vendus et les fonds dédiés donc aux enfants atteints du cancer en relation avec le ministère de la Santé. Oui, c'est une œuvre louable, une œuvre, je veux dire, vraiment de portée sociale. C'est pourquoi déjà, moi, je voudrais inviter l'ensemble des Ivoiriens, en tout cas, à s'approprier ces différents portraits lorsqu'ils seront mis en vente. Oui. Parce qu'en le faisant, vous contribuez, comme vous l'avez si bien dit, à apporter un soutien aux enfants malades du cancer. C'est une œuvre caritative de haute portée. Je pense même qu'au-delà des tableaux, une cagnotte doit être ouverte même pour l'accompagner sur ce projet-là, parce que la situation du cancer des enfants est quand même quelque chose d'assez préoccupant. Tout à fait. Mais au-delà même de ça, je veux dire, au-delà de la réalisation de tout ce qu'elle a fait, que ce soit elle, que ce soit Zénab, et même certains avant eux, je note une chose qui pour moi est très, très capitale et importante. Il y a quelques années en arrière, si on vous disait qu'un jeune Ivoirien ou une jeune Ivoirienne viendrait tenter de relever un défi mondial, certains allaient se marrer. Tellement on était dans la musaille, tellement on était vraiment dans d'autres choses, d'autres considérations. Mais aujourd'hui, je vois que de plus en plus de jeunes Ivoiriens ont compris que le record est à la portée. C'est des hommes qui sont arrivés à réaliser des exploits. Donc, eux aussi peuvent réaliser des exploits. Et ça, c'est un message que je veux qu'on retienne derrière tout ça. On ne doit pas se fixer des limites. Comme on le dit, notre limite doit être le ciel. Voilà, jeunes Ivoiriens que nous sommes, tout autant que nous sommes, nous avons des talents. Il faut qu'on exprime ce talent. Il ne faut pas qu'on parte déjà avec ces esprits pessimistes où on dit, bon, ça là, c'est déjà géré. En tout cas, entre eux là-bas, ils ont déjà géré, c'est déjà sécurisé. Non, il faut sortir de ces discours-là. Il faut aller au contact des défis. Il faut aller les relever. Il faut sortir vraiment de ces discours pessimistes-là. Comme je le dis, moi, je suis un afro et un ivoiro optimiste. Et j'estime que c'est quelque chose qui doit impacter la mentalité des jeunes Ivoiriens. Je termine là-dessus. L'une des choses aussi que je relève depuis ces défis-là, ces challenges-là, c'est cette solidarité des Ivoiriens. Franchement, c'est vrai que depuis quelques années, on nous a servi toujours des éléments de division et on disait que la population est divisée, est vraiment stratifiée. Mais on se rend compte qu'à travers ces différents challenges-là, les Ivoiriens sont solidaires. Ils savent prendre la hauteur sur des considérations partisanes. Et c'est vraiment ce message-là que je veux qu'on retienne. Au-delà des affinités politiques, au-delà des considérations partisanes, il y a l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de porter haut le drapeau ivoirien. Marius Komoué, un mot sur Mylène et voilà, le fait qu'elle ait pu faire 130 portraits en 120 heures. Un petit mot sur elle. C'est une performance. Élisée l'a dit, Herman n'a pas dit mieux, n'a pas fait mieux. J'avoue que depuis le début de l'année 2025, la jeune féminine en Côte d'Ivoire nous fait montre de son abnégation, de sa volonté manifeste de battre un certain nombre de records. On a connu avec Zénab, qui, pendant des jours et des jours, s'est levé, resté sur ses pieds et a fait la cuisine, plusieurs types de plats, pendant des jours et des jours, dans la perspective de battre un record. Aujourd'hui, c'est Mylène qui également s'engage dans cette initiative en battant le record mondial de sa catégorie, par sa volonté de peindre les différents visages de toutes sortes de personnalités, et elle a atteint également cet objectif. Cela renforce pour moi le rayonnement même de l'art ivoirien. Au travers de son acte, elle met en évidence, en lumière, le rayonnement de l'art ivoirien sur la scène internationale et sur la scène nationale. Et bien évidemment, cela devrait encourager nos jeunes sœurs à comprendre que la femme a un rôle capital à jouer dans la société. Elle n'est pas la roue secoue de l'homme. Elle peut faire mieux qu'un homme. Et nos jeunes dames, Mylène et Zénab, l'ont démontré de façon éloquente. Daouda, avec vous, on termine sur ce sujet.
Bon, rapidement, moi, ce que je veux dire, c'est que l'initiative de Mylène Amon visant à établir son record qu'elle a justement battu illustre parfaitement le fait qu'il y a une convergence entre l'art, la culture et surtout la solidarité. Parce que moi, ce qui m'a véritablement marqué, à l'instar de celui de Zeynab Bansé, c'est la mobilisation collective. Et cette mobilisation collective-là, finalement, nous démontre la force et l'abnégation de la communauté ivoirienne. Pour parler comme il disait, on peut mettre au-dessus de tout. Il ne vous a pas échappé que quand j'ai commencé l'émission, j'ai parlé du 11 février. Tout à fait. Ce n'était pas fortuit. Parce qu'à la vérité, les Ivoiriens, quand ils le veulent, on a vu la Côte d'Ivoire dans les pénombres, dans le soubassement. Mais quand on s'est unis comme un seul homme, on a pu déterrer des montagnes, une métaphore. L'autre chose, c'est que c'est la dimension philanthropique de ce record. Beaucoup de personnes regardent un record Guinness. Mais derrière ce record Guinness, c'est une aide, c'est une solidarité qu'on envoie à l'endroit des personnes malades du cancer. Donc, moi, je ne regarderai même pas le résultat. Mais le plus important, c'est que si ça a pu donner le sourire à X ou Y enfants ou hommes ou femmes de la Côte d'Ivoire, moi déjà, ça, c'est une victoire pour moi. Et je tiens à tirer mon chapeau à Mylène. Véritablement, bravo à toi. Chapeau bas. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Quelques records déjà remportés par la Côte d'Ivoire. On a 2 autres sujets, Herman, pour gagner en temps. On a 2 autres sujets. C'est pas grave, c'est pas grave. Merci et bravo surtout aux femmes, hein, Zeynab, Mylène et aux femmes de Côte d'Ivoire pour votre abnégation. Messieurs, regardons avec vous cet outil que l'État ivoirien met justement pour produire un Internet plus sûr. L'agence de lutte qui se chargera de lutter contre la cybersécurité, l'ANSSI. Élisée Boloubeu, allons-y avec la présentation de ce nouvel appareil. L'ANSSI, comme vous l'avez si bien dit, hein, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et elle a été créée le 30 octobre 2024. Elle a quelques missions que vous permettrez que je cite rapidement, dont la première, c'est de concevoir et de mettre en œuvre les stratégies nationales de sécurité des systèmes d'information. La seconde, de protéger les infrastructures numériques critiques, tant publiques que privées. La troisième, de coordonner la gestion des crises de cybersécurité. La quatrième, de surveiller, détecter et répondre efficacement aux menaces. La cinquième, d'appuyer avec ses capacités cyber l'action des forces de sécurité et la sixième, de lutter contre la cybercriminalité. Il faut déjà reconnaître qu'avant la création de l'ANSSI, il y avait plusieurs entités. L'ANSSI aujourd'hui est venue pour regrouper l'ensemble de toutes ces entités-là qui avaient été créées dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité. Il s'agit notamment de la DITT, de la direction informatique de lutte contre les traces de jeux technologiques, de la DITT de la police, qui avait en son sein la PLCC, la CEFAD et Alert 100. Et aussi, il y avait des structures sous contrôle ou bien sous l'autorité de l'ARTCI aussi, qui avait pour responsabilité de lutter contre la cybercriminalité. C'est l'audit, par exemple, c'est la CICR, et puis PKI, et puis il y a d'autres structures. L'État a voulu ne pas éparpiller ses forces, donc de créer une agence qui regroupe toutes ces structures-là, et donc qui a cette vocation-là de porter et de garantir la sécurité du système d'information, aussi bien de la République, mais aussi des particuliers. Et donc c'est l'ANSSI. Et cette ANSSI-là, aujourd'hui, à l'occasion de ce qu'on a appelé la Journée internationale pour un Internet plus sûr, elle a lancé donc ses activités en ligne à travers, je vais dire, la refonte de ses visuels et tout ça, pour qu'on puisse avoir une idée claire de ce que c'est que cet appareil-là. C'est vrai qu'elle est créée il n'y a pas très longtemps, cette agence-là, mais comme c'est des structures qui existaient avant, aujourd'hui, elle a déjà des résultats. Du 30 octobre à aujourd'hui, on a quand même quelques résultats aussi assez significatifs, parce que celui qui dirige, comme vous le savez, c'est le colonel Guelpetien, voilà, qui dirigeait déjà la DITT, voilà, qui avait à son sein la PLCC, et qui est un expert en matière d'informatique. C'est vrai qu'il est officier supérieur de gendarmerie, mais c'est un expert, il a vraiment des diplômes importants en matière de cybersécurité, et c'est lui qui dirige cette structure-là avec son équipe. Ils font un très bon travail. Élisée, Herman Aboua, justement, la Côte d'Ivoire ambitionne de se positionner comme l'un des pays africains, en tout cas leader, en matière de cybersécurité. Avec l'ANSSI, c'est une mission qu'on pourra forcément atteindre, selon vous? Bon, je pense que l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, vous savez bien que dernièrement, on a été épinglé par le GAFI, on a su une programmation. Bien avant ça, la Côte d'Ivoire a été par plusieurs fois réputée par les phénomènes de broutage. Récemment encore, on a parlé
de ce phénomène-là aux États-Unis. Il faudrait, ce sont des faits, des méfaits qui détériorent l'image de notre pays. Donc, lorsque les autorités responsables et conscientes de ce défi-là, de maîtriser son système de sécurité, son système Internet, les crimes par ce qu'on appelle la cybercriminalité, organisent ces genres d'institutions, je pense que c'est bon pour l'image de la Côte d'Ivoire parce qu'on a un retour, une réponse à donner au monde extérieur. Au-delà du monde extérieur, on a aussi nos questions, nos enjeux de sécurisation de nos frontières et autres. Vous savez bien que notre zone, surtout avec certains autres pays, il y a souvent des questions de terrorisme et autres. Or, lorsque le système de sécurité Internet et autres d'information est faible, ces malins-là réussissent à pénétrer pour leurs desseins qui sont malsains. Donc, je pense bien que c'est quelque chose qui est bien. Moi, quand c'est bien, je dis que c'est bien. Et c'est quand c'est moins bon que je l'évoque aussi. D'accord. Daouda, regardons avec vous justement cette agence qui vient renforcer l'Internet plus sûr en Côte d'Ivoire. Et avec vous, j'aimerais qu'on regarde aussi en plus aller in fine sur les aspects sécuritaires, justement, les nouveaux enjeux sécuritaires de notre temps. D'accord. Déjà, je pense que Elisa a effectivement donné les missions et les prérogatives de l'Agence nationale de la sécurité du système informatique. Mais avant d'arriver même à tout ça, je pense que la Côte d'Ivoire est en train de se mettre au diapason. C'est cela. Vous n'allez pas oublier qu'aujourd'hui, la guerre dans le monde, ce n'est pas seulement une guerre qui est militaire. La guerre est aujourd'hui devenue hybride. En même temps qu'il y a la guerre, comment on appelle ça, sur le terrain avec les militaires, mais il y a une guerre d'information. Et l'information est devenue une donnée clé en la matière. Aujourd'hui, vous n'oubliez pas qu'en France, généralement, il y a plus d'une quarantaine de musées qui ont vu leur système de sécurité et financière qui ont été pris en otage par des pirates informatiques. Quand on regarde un pays comme la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui est en train de entre griffes, s'industrialiser, où il y a beaucoup d'entreprises qui viennent, des institutions financières viennent s'installer, il est important pour l'État de protéger les données de ces personnes-là. Tout cela. Donc, c'est à l'aune de toutes ces problématiques-là que l'État met en place ce type d'agence. Ouais. Et tout à l'heure, Herman le disait, nous sommes aujourd'hui entourés par des pays qui souffrent du terrorisme. Et ces terroristes-là utilisent les mêmes moyens. Donc, à nous aussi de pouvoir mettre des moyens en place pour contrer cela. Vous n'oubliez pas que dernièrement, on a parlé sur le plateau de la question de Alino Faso. Oui, voilà. Tout à fait. L'Alino Faso, le Burkinabé, qui était dans la brigade d'intervention rapide et de communication de l'AES, qui, depuis leur pays, envoie des informations ici. Donc, du coup, il y a un pic d'informations. Il faut pouvoir mettre une agence qui va pouvoir lutter efficacement contre tout cela. Avec une veille stratégique. Véritablement. Parce que là, aujourd'hui, dans 8 mois, nous allons entrer de plein pied dans l'élection présidentielle. Or, cette période-là est une période qui est très, très cruciale. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de tout ce qui est deepfake. Quelqu'un peut décider avec l'intelligence artificielle de prendre le visage, tout ce qu'on appelle ça, Christelle Mellet dit sur le plateau, aller lui faire dire autre chose, aller la mettre dans d'autres conditions. Véritablement, c'est le lieu pour l'anti. Je pense que le fait qu'ils aient créé ça pour pouvoir regrouper toutes ces entités-là en un même endroit, ça fait que l'information va circuler très rapidement entre les différents services. Du coup, tous ceux qui pensent que, tous les petits malins qui pensent qu'ils peuvent passer par les mailles du filet, bon, franchement, ils auront du fil à retordre. Et en tout cas, bravo à l'ANSI et bravo à, comment on appelle ça, à l'État des Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, Marius, avec vous, regardons ceux qui dirigeront justement cette agence-là. Élisée parlait du colonel-major Gelpetien Moussa Ouattara, qui est reconnu pour son expertise de haut niveau, fait des formations même avec le FBI. Qui est-il en fait? À qui la Côte d'Ivoire a confié la responsabilité de tenir cette agence-là? Oui, mais le colonel-major Gelpetien Ouattara est un féru donc, des systèmes d'information et de la communication numérique. Il a fait toutes ses classes dans ce domaine. Il a été donc en formation, comme vous l'avez dit, aux États-Unis, au Japon. Il a parcouru le monde. Canada, France également. Bien entendu, il a parcouru le monde et en lui confiant justement le destin de la Côte d'Ivoire en matière donc, de gestion
de notre système de sécurité et d'information, l'État a eu le nœud creux. Parce qu'au final, il faut le rappeler, c'est 2 ministères qui offrent la possibilité à ce brillant cadre, j'allais dire, à ce brillant officier de notre armée, supérieur. Parce qu'il est d'ailleurs officier supérieur. Ouais. Merci Élisée. Parce qu'il faut dire que ce monsieur a un sens de responsabilité à part et entière. D'ailleurs, dès lors qu'il a été nommé directeur de la DITT, la Direction de l'information et des traces technologiques, il a tout de suite mis en place les prémixes donc d'un système de contrôle, de régulation de notre politique de communication numérique. C'est ce qui a permis d'ailleurs à la Côte d'Ivoire de traquer un certain nombre de méfaits liés donc à la cybercriminalité, les questions de broutage. Vous vous rappelez des gens qui utilisaient justement Internet pour poser des actes peu recommandables et punis par nos lois. Il les a tous traqués et il a réussi à aller les chercher où ils se trouvent. Et donc, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et il s'est même permis d'aller jusqu'à mettre en place une plateforme qui regroupe en son sein tous les responsables des grandes, j'allais dire, les grands forums sur Internet, des grands forums de Côte d'Ivoire. Et au travers de cette plateforme, il y a des échanges, des partages d'informations qui permettent justement de réguler les plateformes de plus de 25 000, 300 000, voire 400 000 à 1 million de personnes. C'est une réalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et ça a permis donc de juguler pour longtemps, d'ailleurs, pas pour un temps soit peu, mais longtemps, les questions donc de violation des règles qui régissent donc la communication à travers les systèmes informatiques. C'est cela. Et donc, c'est quelqu'un qui sait véritablement, d'ailleurs même il s'est entouré d'autres officiers de la police parce que il faut dire que la DITT est une structure de la police nationale. Mais à la tête de cette structure, on a mis un gendarme. Qui est le colonel-major, donc Gelpetchen Ouattara, de par toute l'expertise qu'il a, et il s'est lui-même entouré également d'officiers de police très compétents, dont par exemple le patron, le commissaire de la DIT, de la PLCC, et puis tous ceux qui ont en charge la gestion donc de Côte d'Ivoire, de CICERT, de Alerte 100, et qui font des merveilles au niveau national. Et je pense que avec tout ce que nous savons de lui, avec la création donc de l'ANSSI, nous ne doutons pas un tant soit peu que les questions liées justement, Élisée en parlait, au blanchiment d'argent, non, c'est plutôt Herman Naboua qui en parlait, sur les questions de blanchiment d'argent via le système d'information numérique, les questions donc de terrorisme feront justement, auront un regard prépondérant dans sa politique de gestion de l'ANSSI. Et donc nous ne doutons pas que c'est un brillant cadre, un brillant officier supérieur qui fera des merveilles dans les mois et années à venir. Alors son second, Konan Kwame Wilfried Eli, expert, donc le directeur général adjoint, expert en cybersécurité et en gouvernance des systèmes d'information depuis une vingtaine d'années. Voici donc le duo qui dirigera cette agence dirigée exclusivement à la cybersécurité en Côte d'Ivoire. On le sait, Internet n'est pas un lieu de non-droit. Messieurs, surfons de la cybersécurité allant en politique, messieurs, pour apprécier ou du moins disséquer les propos du président du COJEB, Charles Blé Goudé, qui s'exprimait lors d'une interview dans le quotidien, du moins dans la presse. C'est plutôt avec Jeune Afrique, voilà, Jeune Afrique, qui parlait de l'exclusion de plusieurs figure politique ivoirienne dans le processus actuel, mais aussi il a dit cette phrase qui fait le tour, qu'il dit que, écoutez, on ne s'unit pas pour l'opposition à tout prix. Quand on sait qu'il n'y a pas longtemps, le président du FPI demandait justement que l'opposition puisse s'unir. Il demandait au président du PPACI de venir de façon comme figure historique, d'unir l'opposition. Charles Blé Goudé dit non, attention, l'opposition ne doit pas s'unir à tout prix. Daouda, commençons avec vous, très cher. Commentaire et analyse justement de ces propos-là. L'opposition ne doit pas s'unir à tout prix. Bon, ça, c'est les propos de Charles Blé Goudé. Moi, je pense que M. Charles Blé Goudé a parfaitement raison. Parce que je suis de ceux, depuis des années, je suis contre les alliances de circonstances en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que je dis cela, Christelle? Allez-y.
En 80, je crois bien en 95, nous avons eu droit au Front républicain. Oui. FPI, RDR. RDR. On a vu, l'alliance a accouché d'une souris. Après cela, on a encore assisté à l'alliance UDPCI, MFA, PDCI, RDR, RHDP. qui est devenue après RHDP. En cours de route, l'alliance a commencé à s'effriter. Le MFA s'est perdu en cours de route. 8 ans après, le PDCI, qui a co-géré le pouvoir avec le RDR, 8 ans après, dit que la gouvernance du président Ouattara aujourd'hui est un échec. Deuxième chose. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à l'orée d'une autre élection. Quand on regarde les dissensions profondes qu'il y a entre les différents partis politiques, quand on voit un Thiam qui, quelque part, dit « je ne sais pas mettre de serpent dans mon pantalon, je ne sais pas sauter comme un cabri ». Du président du PDCI, Tidiane Thiam. Voilà. Quand lui il dit ça, qu'après cela, M. Laurent Gbagbo réplique pour dire on n'a pas besoin d'un banquier pour faire I ou Y Président chose. du PPACI, oui. Oui, qui dernièrement à Makori dit qu'on n'a pas besoin d'être un peu français, un peu ivoirien, un peu danois. Mais quand on regarde les dissensions qu'il y a entre les différents partis, moi en tant qu'Ivoirien, Oui. j'ai peur. Là, c'est l'Ivoirien qui parle. Je n'ai pas envie qu'ils s'unissent parce que finalement, les partis d'opposition en Côte d'Ivoire ici sont dans une forme de dégagisme. Casse-toi de là que je m'y mette. Du coup, on se regroupe ensemble. C'est comme aujourd'hui, Herman, Élisée, Marius et moi, on décide de se mettre ensemble, on dégage Christelle du lit de l'émission. On finit de dégager Christelle du lit de l'émission. Pourtant, on a nos dissensions. En tout cas, Après, c'est pas là, quoi. tu vois, déjà, arrivé là-bas, on va commencer. L'image est très belle. Hein, merci, Tu vois, bravo. C'est pas lui qui va. et tu vois, on va arriver ici, finalement, on va commencer encore à se battre. Pendant ce temps, le peuple ivoirien veut manger. Le peuple ivoirien veut se nourrir. Le peuple Donc, ivoirien vous êtes d'accord veut se avec sécuriser. le président du COGEP qui dit Je que- suis Ouais. je suis en accord avec lui à 100%. Quand je finis de dire ça, deuxième chose, la condamnation, l'exclusion. Moi, je veux qu'il faut faire le distinguo entre les différentes condamnations. Je ne vais pas revenir sur la condamnation de M. Laurent Gbagbo. Je ne vais pas revenir sur la condamnation de M. Guillaume Soro, mais je vais m'arrêter sur la condamnation de M. Charles Blé Goudé. Et là, j'en appelle au gouvernement. Il faut une prise de conscience. Il faut qu'on nous prenne véritablement, nous, Ivoiriens, au sérieux à un certain C'est-à-dire, moment. pourquoi vous le dites Pourquoi est-ce que ainsi? je dis cela? Charles Blé Goudé a été condamné, a été envoyé à la CPI. Pourquoi? Il a été envoyé pour crimes de guerre, pour crimes contre l'humanité. Il a été acquitté à la CPI. Même s'il n'y avait pas assez de preuves, effectivement, c'est ça qui fait la justice. Il a été acquitté. Mais on ne peut pas, au nom de quoi on va encore le condamner pour les mêmes charges dans son pays. Parce que quand on regarde le cas Laurent Gbagbo a été acquitté à la haie, mais ce n'est pas pour ça qu'il est condamné en Côte d'Ivoire. M. Soro Guillaume, Pour rappel, pour ceux qui nous regardent, il est condamné en Côte d'Ivoire. Pourquoi? en Côte d'Ivoire, il est condamné pour braquage de la BCAO. Ce n'est pas la même chose. Donc, c'est deux chefs d'accusation qui sont différents. Pour le cas Charles Blé Goudé, il est acquitté à la haie pour crime contre l'humanité, mais en Côte d'Ivoire, c'est les mêmes charges qui pèsent contre lui. Mais moi, ce que je trouve malheureux dans l'histoire, et je le dis en toute sincérité, il ne faut pas se voiler la face. Tous les partis d'opposition, tous les opposants qui étaient encore en exil, en prison ou quoi que ce soit, qui ont été libérés, aujourd'hui, chacun d'eux a vu son compte être dégelé. Mais jusqu'à aujourd'hui, M. Charles Blé Goudé n'a pas son compte dégelé. Je trouve qu'il y a une forme d'inéquité, il y a une forme d'injustice. Il faut savoir dire les choses clairement. Ça fait mal, mais il faut dire les choses. Très bien. Voilà, ça c'était mon point sur la question. Merci beaucoup, Herman. J'aimerais vous écouter. Est-ce que vous êtes en accord, justement, avec Daouda qui dit oui, il ne faut pas s'unir à tout prix, parce qu'apparemment, lorsqu'on doit s'unir, on doit être en accord au moins sur le minima. Mais en l'état actuel des choses, pour l'opposition ivoirienne, non, ce n'est pas le cas. Et ensuite, sur la condamnation de Charles Blé Goudé, qui reste toujours, donc, toujours pas inscrit sur le listing électoral. Et comme Daouda l'a mentionné en appendice, avec les comptes qui sont toujours gelés. Réactions, commentaires, Herman Aboua? Je vais commencer d'abord par le cas Blé Goudé, que Daouda évoquait dans le deuxième point de son intervention. Notamment, quand je dis cas Blé Goudé, c'est un cas spécial. Quand on regarde son statut actuel par rapport à tout le reste de Bataclan qui avait été mis dans les bottes des accusés
à la suite de la crise post-électorale de 2011. Voyez-vous, on ne peut pas comprendre aujourd'hui que lui n'ait pas ses comptes dégelés. Je ne crois pas qu'il y ait... nous, on a eu nos comptes dégelés, même Laurent Gbagbo, il a son compte dégelé, les Afingessens, ils ont leur compte dégelé. Je veux dire que, qu'est-ce qui coince pour Chablé Goudé? Surtout que depuis qu'il est revenu, il a le ton le plus apaisant, le plus apaisé aussi de tous les leaders politiques de l'opposition. Quoi qu'il reste fidèle à sa ligne de acteur dans l'opposition. Mais son ton a changé selon vous? Son ton est apaisé, on le sait. Aujourd'hui, il n'est pas en train de faire la rue, bien le maquis. C'est quelqu'un qui a une transfiguration. On sait que depuis, il a beaucoup changé, même dans le ton, même dans ses habitudes. C'est un monsieur ouvert, donc on ne peut pas comprendre. Peut-être que ceux qui maintiennent ces congelés ont d'autres raisons que nous n'avons pas. Mais souvent, mais aussi, même Chablé Goudé lui-même demande qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela. Il y a d'abord ça. Et même quand on regarde, ce n'est pas seulement ce cas-là. Pour qu'il revienne en Côte d'Ivoire, le premier des grands accusés, Laurent Gbagbo, a pu obtenir son passeport aussi facilement. Peut-être que son statut d'ancien chef d'État a aidé. Mais Blé Goudé, il a dû batailler. Et malgré cela, il n'a jamais eu d'invective contre le régime en place, jusqu'à ce que, finalement, qu'il puisse arriver. Et il est là. Il n'a pas son nom sur la liste post-électorale. Mais les gens, lorsqu'ils demandent, les gens de l'opposition en général, lorsqu'ils demandent la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, souvent, Chablé Goudé a oublié. Or, lui aussi, lui non plus, n'a pas son nom sur la liste électorale. Donc, c'est pourquoi j'ai dit le cas Blé Goudé. Et c'est peut-être cela qui l'emmène à finalement dire que il ne faut pas aller à une union de l'opposition à tout prix pour revenir au deuxième point. Parce que il n'est pas porté par l'opposition, comme il porterait donc le cas Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Quand on regarde tout cela, on peut se dire que chaque entité de l'opposition ivoirienne a un agenda caché, malgré cette forme d'union souhaitée. Comment cela, chaque entité aurait un agenda caché, Herman? Lequel? Quel serait cet agenda? Ça, je ne sais pas, il faut peut-être demander aux différents... chaque état-major de ces partis politiques-là. Parce qu'aujourd'hui, on regarde, on assiste que, même si ce n'est pas directement, les gens, entre acteurs politiques, se lancent des pics de l'opposition. Très bien. Pourquoi est-ce que... Parce qu'aujourd'hui, les cas qu'on a, c'est dans quel pays aujourd'hui on a vu des partis de l'opposition, une opposition accéder au pouvoir sans une union. Donc, tant qu'ils vont rester dans leur forme de désunion, mais c'est roue libre au RHDP. Mais après, il ne faudrait pas qu'on vienne pleurer. Moi, je pense que c'est à eux. C'est pas parce qu'on ne doit pas aller à l'union de l'opposition, mais les acteurs politiques de l'opposition doivent pouvoir être responsables et arrêter avec leurs égos, leurs intérêts personnels, et puis poser le problème de cette attenance pour qu'eux, ils puissent arriver au pouvoir en calmant leurs ardeurs. Élisée, quel est votre postulat justement sur cette question? Ok, moi je prends en mon compte déjà les observations de mes prédécesseurs, mais je vais aller un peu plus loin. Vous savez, moi je pense que le cas Blé Goudé, pour suivre un peu ce qu'Herman a dit, pour lui emprunter, je vais dire ce vocable-là, le cas Blé Goudé, pour moi, est une symphonie inachevée, même pas pour le gouvernement, mais pour la Côte d'Ivoire. Symphonie inachevée, comment c'est une cela, symphonie Élisée? totalement inachevée. Pourquoi je parle de symphonie inachevée? Quand le chef de l'État décide d'envoyer auprès de Charles Blé Goudé son chef de cabinet, et que son chef de cabinet va rencontrer Blé Goudé. Lorsqu'il était encore à la haie. Oui, quand il avait été acquitté, mais qu'il était encore à la haie. Et qu'il va le rencontrer, et qu'il échange avec lui. Et que quelque temps après, Blé Goudé reçoit son passeport, et qu'on organise même sa venue, et que Blé Goudé arrive. Mais diantre, qu'est-ce qui reste encore pour que cette symphonie soit achevée? Mais c'est de juste le libérer de tout ce, tout ce qui lui est reproché. Pourquoi ce n'est pas le cas, justement, Élisée? Mais c'est la question qu'on se pose. C'est ce que nous tous, on se pose comme question. Parce qu'aujourd'hui, il le dit, mais moi je dis, à un moment donné, il ne faut pas qu'on reste juste dans des encarts politiques, mais il faut qu'on regarde un côté humain du problème. Blé Goudé, même s'il est acteur, parce que personne ne pourrait le refuter ici,
de la crise post-électorale et de 2010, c'est vrai qu'il était acteur. Mais aujourd'hui, là, donnez-moi juste un acteur prépondérant de la crise post-électorale qui aujourd'hui, à la situation de Blé Goudé, il n'en existe pas. Alors que ce n'était pas le premier, ce n'était pas l'acteur en chef. Il n'en existe pas. Soit ils sont graciés, soit ils sont amnistiés. Eux tous. Comme il le dit lui-même, 4 personnalités proches de Laurent Gbagbo qui devaient aller à la CPI. Mais tous ces 4-là, 2 sont amnistiés, une est amnistiée, 2 sont graciés. Charles Blé Goudé, il n'est ni amnistié, ni gracié. Très bien. À un moment donné, je pense quand même qu'il faut qu'on fasse preuve d'un peu du... Le cas Blé Goudé, pour moi, je ne le vois même pas sur un volet politique, je le vois sur un volet humaniste. Il faut qu'on fasse preuve d'humanisme, c'est important. Je pense qu'il faut dire plutôt justice. Attendez, Non, attends, non, laisse. termine, oui. Je pense que c'est vraiment pour moi un cas d'humanisme. Parce qu'on ne peut pas lui geler les avoirs jusqu'à présent. Quand tous les autres, on leur compte dégelés, on ne peut pas le priver pratiquement, je vais dire, de sa citoyenneté parce qu'il ne peut rien faire d'autre. Mais malgré ça, Blé Goudé a posé un acte fort. Lequel? Les élections précédentes. Mais Blé Goudé s'est engagé à faire le tour de la Côte d'Ivoire pour demander, pour sensibiliser les populations sur la nécessité d'avoir des élections apaisées. Il a fait aux frais de qui? Ce n'est pas aux frais de l'État de Côte d'Ivoire. Il a fait à ses frais. Mais à un moment donné, quand même, libérez-le. Moi, je pense quand même que ça, vraiment, c'est un cri, comme je le dis, c'est un appel au régime en place, c'est un appel même à la classe politique. Il ne faut pas juste se contenter de regarder son bonheur personnel, mais il faut regarder à un moment donné le côté humain. Et c'est important. Pour terminer justement sur la question de l'union de l'opposition, selon vous, oui ou non? La demande de Blé Goudé. Non, mais ce que Blé Goudé dit là, c'est quelque chose qu'il a toujours dit. Il a dit que lui n'est pas dans une dynamique de mettons-nous ensemble pour le dégagisme. Ça, il a déjà expliqué depuis longtemps. Il a dit l'union doit être autour d'un projet. C'est quoi le projet autour duquel on se réunit? Si ce projet, c'est juste pour que quelqu'un dégage, lui, s'il ne le trouve pas. Ça, il est cohérent avec cette logique-là depuis son arrivée en Côte d'Ivoire. Écoutons Marius Komoré. Marius, est-ce que vous prenez à votre compte ce que vos amis viennent de dire ou vous avez un avis différent? Ah non, du tout. Je partage totalement l'avis de tous mes confrères qui ont évoqué donc de la question de l'injustice que subit notre frère et ami Charles Blé Goudé. Cela dit, sa vision qui porte justement sur cette histoire de l'alliance des partis politiques, c'est vrai que nous, en tant qu'analystes ivoiriens, nous souhaiterions naturellement qu'il y ait une alliance de l'opposition comme cela se fait ailleurs pour naturellement gagner une élection. Mais comme l'a dit Daouda, au regard de ce que nous voyons là, cette alliance-là doit être reléguée au rang de souillon aujourd'hui. Quand on voit donc les déclarations des différents acteurs de l'opposition, il n'y a pas lieu de... Selon vous, de s'unir? Non, il n'y a pas de raison qu'il y aura une union, parce que ce serait une union de façade, une union d'hypocrisie qui va s'effriter demain. On l'a vu hier avec le Front républicain, FPI, RDR, par la suite PDCI, RDR, pour dégager, juste pour dégager le régime en place, comme le disait Élysée. Alors Charles Blé Goudé dit, lui, ne se reconnaît pas dans ces choses-là. Mais en même temps, c'était assez complexe parce que le président du PPACI demandait justement l'union, il ouvrait ses bras. Le président Afi N'Guessan demandait donc au président du PPACI de porter de façon historique, de prendre la tête de l'opposition. Alors on ne comprend pas pourquoi vous dites que cette union ne pourrait pas se faire. Moi, j'avais déjà répondu à cette préoccupation. Monsieur Afi N'Guessan, qui demande aujourd'hui, qui ouvre les bras à M. Laurent Gbagbo et qui demande à ce que M. Laurent Gbagbo prenne la tête de l'opposition. C'est cela. Depuis que le président Gbagbo est venu, est-ce qu'il l'a reçu même, ne serait-ce que pour se dire bonjour? Ne serait-ce que ça. Oui, mais en même temps, on se rappelle bien qu'il était favorable aussi à l'appel de Benoît, M. Komoré. Vous savez, non, nous sommes des réalistes. Et puis ils se sont rencontrés, des délégations se sont rencontrées. Moi, comme moi, je ne suis pas rêveur. Et je n'aime pas les rêveurs. C'est cela. Moi, je suis réaliste. Le monsieur, il est arrivé au pays ici. Ça fait combien d'années le président Gbagbo est arrivé ici? Celui même qui lui faisait à manger, à se dire... C'est Blé Goudé qui le dit, ce n'est pas moi. Celui qui lui faisait à manger à la CPI, il ne l'a même pas reçu pour, ne serait-ce que dire, mon jeune, mon petit, bravo, tu es là, tu es arrivé depuis que Blé Goudé, est-ce qu'il a reçu? Très bien. Il faut éviter de croire à une soi-disant union d'une opposition. Mais vous prenez même le cas de Tidiane Thiam. C'est pas lui que le président du PDCI? Oui, le président du PDCI. Oui. C'est pas lui que le président Gbagbo vestipérait tout récemment au cours des meetings. Non, il faut arrêter de faire croire qu'il y aura une union d'une opposition. Il n'y en aura pas. Moi, je pense, et là, je vais le dire de façon claire et distincte, il faut arrêter de faire souffrir M. Charles Blé Goudé. Il ne mérite pas ça dans ce pays. Si le président Ouattara a eu, lui, la magnanimité de gracier le président Gbagbo, qui était le président de la République en exercice,
et qui donnait les ordres, ou alors de qui venaient les ordres, si lui, il a été gracié. Que celui qui ne gérait j'allais dire, aucun instrument du pouvoir, comme M. Charles Blé Goudé, pourquoi lui, il subit tant d'injustices au point d'avoir son compte gelé, au point de ne pas pouvoir faire ceci. Et pourtant, il est le plus respectueux de l'autorité en ce moment en place. Je me rappelle qu'il a organisé un meeting qui devrait se terminer par une marche. Les autorités policières lui ont demandé de surseoir à la marche. Il a fait. Et à maintes reprises, chaque fois qu'on lui a dit de surseoir, il a fait. Donc, il n'est pas dans une position d'opposition avec le régime en place. Il est dans une position de collaboration, de partenariat, parce qu'il aime son pays, comme il le dit si bien. Il faut mettre un terme à l'injustice qu'il subit, parce que trop, c'est trop, ou alors on ne veut pas aller à la réconciliation. Non, ça, c'est pas ce qui a été dit. Hein. Bon, c'est votre moi point qui de le vue, dis. c'est cela. Voilà. Mais en même temps, lors du meeting du président du PPACI, il n'a pas mentionné de façon claire que je m'adresse au président du PDCI. Mais nous, on n'est pas idiots. On sait que c'est de lui qu'il parlait. Vous n'avez pas la parole. Je sais que vous n'êtes pas idiots. Pas du tout. Vous n'avez pas suivi peut-être le discours. N'allons pas là-dessus, je vous en prie. Messieurs, on termine. Voilà. Ah non, du tout, monsieur. Je vous en prie, monsieur Komoé, vous n'avez pas la parole. Ah oui, bon, d'accord. Donc lui non plus. S'il vous plaît, je vous en prie. Daouda, on termine rapidement. J'aimerais faire juste une précision très rapidement dans ce que Marius a dit. Ce n'était pas une marche plutôt. Charles Blé Goudé avait fait juste sa fête de la liberté. Ça devait se terminer par un meeting. Meeting auquel il a sursoir. Maintenant, deuxième chose très rapidement, j'aimerais dire que les alliances en Côte d'Ivoire, l'alliance qui a tenu 8 ans, c'est l'alliance du PDCI et du RDR. Mais ça a tenu 8 ans parce qu'il leur a fallu 10 ans pour former cette alliance. Donc, ce n'est pas à 8 mois d'une élection où on est dans des balbutiements qui vont décider de se mettre ensemble parce qu'il faut s'unir. Herman, non, il ne faut pas s'unir pour s'unir. Et je peux te laisser répondre sur la question. Non, on ne doit pas s'unir pour s'unir. On ne répondra pas, on va chuter, je vous en prie. Et nous retrouver pour la seconde partie, pour parler de la baisse des tarifs des péages d'Atingué, Saint-Grobo, avec M. Camara Lessiné, 4 ans. À tout de suite. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Merci en tout cas de votre fidélité à ce programme. Nos amis sont toujours là, Élisée Boloube, Herman Aboua, Marius Komoé, Daouda Koulibaly. Nous allons recevoir juste après avoir fait un petit point sur la baisse des tarifs des péages d'Atingué et de Saint-Grobo. Nous recevrons Maître Camara Lessiné, 4 ans. Il est avocat au barreau de Côte d'Ivoire. On parlera avec lui de l'Africa Gate to Growth. Mais avant, messieurs, il faut vous constater avec moi du moins que les tarifs des postes à péage d'Atingué et de Saint-Grobo sur l'autoroute du Nord entre Abidjan et Yamoussoukro ont été revus à la baisse. Alors Élisée, justement, commençons avec vous sur ce point. Mais avant Élisée, parlons un peu de Tout Savoir qui va bientôt se tenir, contenu local et promotion de l'expertise locale dans le secteur des mines et énergies. Élisée, quelques points là-dessus. D'accord, il faut juste retenir que le Tout Savoir, c'est Tout Savoir sûr. C'est une conférence qui se fait, une conférence de presse et également en ligne, initiée par le Centre d'information et de communication gouvernementale, dont le but est d'entretenir la population sur, je vais dire, des concepts d'intérêt national. Et donc, pour cette session qui a eu lieu aujourd'hui, le thème, c'était le contenu local et promotion de l'expertise locale dans le secteur des hydrocarbures. On en parlait hier, justement. On en parlait justement hier. En fait, il faut juste retenir que le contenu local dont il est question ici est un concept qui revêt un enjeu stratégique majeur qui vise à garantir une participation plus accrue des entreprises et des compétences locales dans les secteurs clés de l'économie. Dans ce cas précis, c'est le secteur des hydrocarbures. En français facile, l'État a décidé de permettre qu'il y ait beaucoup plus d'acteurs nationaux dans la question des hydrocarbures. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'entreprises et d'experts nationaux vraiment dans le secteur des hydrocarbures qui, en tout cas sur une longue période, étaient laissés aux mains d'une bonne partie quand même de multinationales et de non-nationaux. Aujourd'hui, l'idée pour le gouvernement, c'est de permettre que de plus en plus d'entreprises ivoiriennes et de nationaux soient intégrés dans ce secteur-là et participent aux retombées du secteur des hydrocarbures. Donc voici un peu cette politique-là qui avait été lancée il y a quelques mois par le Premier ministre Begré Mambé au Sofitel Hôtel Ivoire et aujourd'hui qui rentre vraiment dans sa phase active. Je précise que c'est adossé à une loi. Donc c'est dit la volonté vraiment des pouvoirs publics de permettre que de plus en plus d'acteurs nationaux rentrent dans ce secteur-là qui est un secteur pourvoyeur, un secteur qui participe à l'inclusivité au niveau économique. Mais ceux qui n'ont pas pu suivre justement cette belle tribune avec des informations capitales
capitale pour la Côte d'Ivoire pourraient la revoir comment? Ils peuvent la revoir sur le site du CICG, www.gouv.ci. Ils peuvent la revoir sur toutes les plateformes, la page Facebook du gouvernement aussi, c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ils peuvent aussi également aller sur, je vais dire, abidjan.net qui reprend effectivement tous ces éléments-là. Donc, il y a un ensemble vraiment de plateformes sur lesquelles ils peuvent aller pour pouvoir avoir ces informations-là. Très bien. Alors, je reste avec vous sur justement la réduction des tarifs sur les postes à péage de Saint-Grobo et d'Atenguié. Mais c'est vrai qu'il y a quelques semaines en arrière, on avait vu une note passer qui avait été démentie même par le ministère en son temps, voilà, qui disait qu'il n'en était pas encore question, où quelqu'un annonçait déjà la réduction des péages d'Atenguié et de Saint-Grobo. C'est les deux qu'on voit, celui au kilomètre 15 et puis l'autre à Saint-Grobo, qui était à 2250, mais qui aujourd'hui voilà, ont été réduits à 1000 francs. Vraiment, on ne peut que nous réjouir de cette réduction-là. Nous, on appelait de nos voeux depuis longtemps à cette réduction parce que souvent, on était confrontés à des tracasseries. Quand on arrive, il y a des soucis de monnaie parfois et tout ça, donc c'était un peu difficile. Mais je crois aussi que c'est ça, hein, pour moi, c'est ça vraiment gérer un État. Il faut être à l'écoute des populations. Je pense qu'il y avait un objectif qui était assigné, qui a fait qu'on est monté à ce montant-là. Aujourd'hui, on se rend compte que l'objectif est en train d'être atteint. Pourquoi ne pas permettre quand même aux populations de bénéficier du fruit de leurs efforts? Donc, je salue cette initiative-là. Herman, votre tour de parole. De 1000 francs, on passe de 1250, on passe à 1000 francs. Il faut regarder même la note. De 1250 francs, on passe à 1000 francs. De 3750 francs, on passe à 3500. Et les tarifs 2500 et 5000 francs sont restés tels. Les gens ont réglé leur souci de monnaie. Parce qu'il faut savoir qu'à ces péages-là, quand tu vas et que tu donnes 2000 francs pour ton véhicule qui est 1750, tes 250 francs, tu ne les as pas. Ah bon? Tu n'as plus ça en retour. Ça vous est déjà arrivé? Oui, mais les gens te disent carrément qu'ils n'ont pas de monnaie. Et par plusieurs fois, les usagers sont pleins de cela, mais c'était un fait. C'est comme quand tu t'en vas acheter quelque chose à la pharmacie et il n'y a jamais 100 francs dans certaines pharmacies. Donc je dis que les gens ont réglé une question de monnaie. Parce que quand on veut réduire le coût, le tarif d'un péage, on le réduit substantiellement. C'est-à-dire que si on avait enlevé 1750 francs, on avait enlevé 750, j'allais voir. Sinon, les gars ont réglé un problème de 200 francs parce qu'il y a assez de plaintes. Marius Komoré, vous, en tant que consommateur et président qui défendait justement les causes des consommateurs, vous êtes un homme heureux aujourd'hui? Heureux, comme l'a dit Élisée, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Alors, hier, nous payons 1250 francs. 250 francs, c'est le petit déjeuner d'un enfant à l'intérieur du pays qui va à l'école. Et donc, pour les parents qui sont... Mais permettez à Marius de s'exprimer, je vous prie. Lorsque vous parliez, Marius, vous écoutez. Excusez-moi, Il faut que Marius, nous soyons assez respectueux sur le plateau. Moi, je voudrais vous dire, peut-être que vous n'avez pas les chiffres et vous ignorez totalement le fonctionnement de la République. Les péages, c'est 31 milliards pour ne serait-ce que l'année 2021 et 2023. Mais des 31 milliards, savez-vous... Je vous en prie, messieurs, on va faire un débat là-dessus. D'ailleurs, sur le président Gbagbo, Marius, allez-y. L'idée. Marius, Herman, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, je vous en prie. Alors, ne voyez pas tout en noir dans le travail qu'a un gouvernement. Vous êtes président aujourd'hui d'un parti politique qui est écologiste. Avec, peu importe, avec quoi vous allez financer justement une fois que vous adviendrez au pouvoir? C'est avec l'argent des contribuables. Vous n'irez pas chercher l'argent dans votre champ de café ni de cacao. Est-ce qu'on peut revenir au sujet? Donc, revenons au sujet et parlons de ce qui intéresse les Ivoiriens. Du bidonnage inutile. Non, je vous en prie, non. S'il veut réagir, on va pas s'en sortir. Je le dis encore une fois. On va retirer le mot. Pour éviter de... Marius Komoré, retirons ce mot. C'est déjà fait. Très bien, alors, le coût d'un kilomètre d'autoroute, c'est 500 millions à 600 millions. Beaucoup ne le savent pas. Moi, je ne défends pas un gouvernement. Moi, je ne suis pas là pour jouer le jeu des hommes politiques. Je vous l'ai toujours dit. J'ai dit bien que lorsqu'il y a une diminution, quelle que soit la diminution, le coût qui a été réduit, il faut apprécier. Et moi, j'apprécie, et nous continuerons les échanges au fin d'amener le gouvernement à réduire. D'ailleurs, c'est les deux péages qui coûtent 1000 francs en dehors du péage de Grand Bassam. Donc, vous avez 11 péages en Côte d'Ivoire. Tous les péages coûtent 500 francs. C'est les trois seuls péages qui coûtent 1000 francs. Et les raisons ont été développées, expliquées à l'ensemble des Ivoiriens. Alors, quand on vient et puis on dit non, ils ont réglé des problèmes de monnaie, mais déjà, c'est un fait.
régler des problèmes de monnaie, c'est déjà un fait. Et il faut saluer cela. Je me limite là. Je Très ne vais bien. pas plus Merci beaucoup, messieurs. Non. Merci beaucoup, messieurs. Nous allons recevoir, en tout cas, bonne nouvelle donc pour les Ivoiriens. Nous allons recevoir Maître Kamara Lassine Katan. Il vient nous parler de l'Africa Gate to Growth Forum 2025, donc 2025, pour accélérer la transformation numérique et financière de l'Afrique. Bonsoir, Maître. Merci d'être avec nous. Présentez-nous un peu le Africa Gate Forum. De quoi s'agira-t-il concrètement? Bonsoir, Madame Meleidj. Bonsoir à vous. Merci d'être là. Merci à vous de nous inviter. Alors, Africa Gate to Growth Forum, comme le nom le dit, hein, c'est de présenter l'Afrique comme ce qu'il est, c'est-à-dire la porte de la croissance. Et cette porte de la croissance-là va, on va dire, prendre son envol à partir de la Côte d'Ivoire parce qu'il faut que ça commence quelque part. Et l'édition 25 dont vous parlez là est l'édition que nous mettons dans le sillage et dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que beaucoup d'entre nous, en tout cas pour les personnes un peu de mon âge, se souviennent de l'aventure 46. Parce que, très bien, oui, voilà, bien sûr. quand nous étions plus jeunes, c'est de cela que nos parents n'ont pas arrêté de parler. Et cette aventure 46-là a donné lieu au premier miracle économique ivoirien dans les années 70. Alors nous disons qu'il faut une autre aventure 46, donc nous avons l'aventure 25. Et c'est Africa Gate to Go Forum qui va le faire, puisque nous emmenons avec nous une quarantaine d'entreprises ivoiriennes, des start-upers, mais aussi des entreprises publiques. Très bien. Ou à la Silicon Valley. Okay. La Silicon Valley, si vous avez suivi aux États-Unis, dans la Silicon Valley, qui est le berceau de tout ce qui est aujourd'hui technologie numérique, Amazon, Google, Apple et toutes ces choses-là. Donc nous les amenons là-bas pour aller boire à la source, apprendre ce que les autres savent pour revenir transformer la Côte d'Ivoire. Magnifique. Et je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation de l'Africa Gate Forum. Élisée, questions ou commentaires? Je veux aujourd'hui... c'est vrai, vous avez parlé un peu des objectifs assignés à ce forum-là. C'est très bien. Mais je veux dire, c'est pour résoudre quel problème de façon concrète aujourd'hui en organisant ce forum? Qu'est-ce que vous voulez résoudre comme problème? Au-delà du fait de permettre que le numérique puisse être plus ou moins accessible davantage et qu'il apporte des solutions, mais c'est quel problème, je dis factuel, que vous voulez résoudre en faisant ce forum? Merci beaucoup pour cette question parce qu'elle me donne l'opportunité de sensibiliser un peu mes concitoyens à peut-être ce qui doit être une prise de conscience. Dans ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il n'y a rien à faire, nous avons abordé un autre virage. Le monde va se faire avec ceux qui sont dans l'ère du numérique ou sans eux. Et pour nous autres qui sommes un peu old school de la vieille école, on a un peu du mal avec ces bidules. Heureusement que nos enfants sont nés avec ça dans la main. Mais le monde aujourd'hui est autour de cela. Si vous prenez les 4 premières capitalisations boursières au monde, elles sont toutes issues de cette économie-là. Donc nous ne sommes pas en train de résoudre un problème, nous sommes tout simplement en train d'aider la Côte d'Ivoire et l'Afrique avec à prendre sa place dans le monde. Parce que nous rêvons beaucoup, nos jeunes sont talentueux, inventifs, créatifs, ils ont peu de moyens, mais ils font des choses extraordinaires avec peu de moyens. Nous disons que nous autres qui avons la chance d'être à la fois avocats en Côte d'Ivoire et d'exercer ce métier-là aux États-Unis, à New York, nous devons payer notre part. Nous devons amener nos jeunes frères au-delà du rêve à changer les choses. Et nous savons qu'ils peuvent changer les choses. Donc nous les amenons là-bas au contact de ces gens-là qui leur posent les questions. Comment vous avez fait pour faire ci? Comment vous avez fait pour faire ça? Et je suis sûr qu'au retour ici, transformés qu'ils sont, ils transformeront notre industrie, notre environnement, mais aussi ils vont communiquer cette lumière-là aux autres. C'est maintenant que la révolution se passe. Très bien. Herman, question, commentaire? Un commentaire d'abord, parce que je trouve leur démarche très pertinente. Surtout quand on a une expérience ici qui peine à décoller, le VTIB, qui est vieux aujourd'hui, qui est un peu comme dans l'idée de nos gouvernants, nos Silicon Valley. J'imagine que vous, dans vos démarches, vous avez peut-être eu à échanger avec cet institut-là, finalement, cette plateforme-là. Qu'est-ce que, selon vous, aujourd'hui, puisque finalement vous prenez les jeunes start-upers pour aller jusqu'à la Silicon Valley, qu'est-ce qui manque au VTIB pour constituer nos Silicon Valley en Côte d'Ivoire? Réaction? Madame Meleidj, je suis très impressionné par la qualité des personnes autour de cette table parce que les questions sont tellement pertinentes. Merci. Oui, en tout cas, bravo. Et ça nous donne l'occasion de breakdown, de détailler un peu plus. Alors, le VTIB, effectivement, a été pensé à l'origine pour être effectivement la Silicon Valley de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, pour des raisons que je ne connais pas, cela ne se fait pas.
Mais en même temps, moi, j'ai suivi le dernier discours du chef de l'État, le message à la nation, où il a parlé d'un village, d'une cité, de l'innovation et de la culture. Voilà. Donc, il veut recréer il veut créer ça. Donc, j'ai dit que l'État de Côte d'Ivoire a compris qu'il nous faut notre Silicon Valley. Comme le Nigeria a sa Silicon Valley, comme le Kenya a sa Silicon Valley, comme le Maroc. Là, je suis en train de vous parler des grandes nations, des technologies en ce moment en Afrique. La Côte d'Ivoire a assez de talent, assez de créativité pour être là. Parce que le miracle ivoirien dont on parle, le premier miracle, parce que le deuxième, il est en téléchargement et nous sommes en train de le télécharger. Mais le premier, il a été bâti comment? Il a été bâti au moment où il n'y avait pas de dragons d'Asie comme Singapour et tout le reste. Donc nous pouvons le refaire, ces miracles-là. Et la nation va être fidèle à l'abidjanaise parce que nous sommes l'espérance promise à l'humanité. Très bien. On dira, les avocats, ils ont le mot, le verbe facile, mais moi, je ne viens pas souvent à la télé. La dernière fois que j'étais à la télé, j'avais 15 ans. Là, je suis à la télé alors que j'ai 50 ans. Je veux que ce message soit entendu, que les Ivoiriens comprennent qu'ils doivent faire le travail, personne ne va le faire à leur place. Mais surtout qu'ils ont du talent. Et la dernière CAN nous l'a montré et Dieu fait tellement bien les choses que nous sommes à l'anniversaire de Très cette bien, coupe-là. maître. Du moins, monsieur le Président. Écoutons Marius Komoué. Questions, commentaires, monsieur Non, Komoué. je connais les engagements de maître pour avoir, à une ancienne vie, bossé avec lui. Voilà, sur différents sujets liés justement à la protection même des intérêts des populations ivoiriennes en matière de commerce, j'allais dire en matière de concurrence nationale. Et donc, on était tous deux dans la même entité nationale. Bref, maître, je connais vos engagements, je le disais. Vous pensez qu'avec ce projet, les Ivoiriens tels qu'on les voit sur les réseaux sociaux, beaucoup plus préoccupés à certaines choses que nous jugeons être d'ordre futile, vous pensez que vous pourriez les amener justement à adhérer à une telle initiative dans les mois ou années à venir? Absolument, parce que vous et moi, effectivement, vous l'avez dit, nous avons beaucoup de choses en commun, notamment l'amour de nos populations. Et ce n'est pas un hasard. Les Ivoiriens sont très particuliers, ils sont talentueux, ils ont l'air de s'amuser et puis ils font des belles choses. On a vu ça avec la CAN et on voit ça tout le temps. Et donc, ils vont continuer à s'amuser sur Facebook, TikTok et ces choses-là. Et c'est justement là qu'ils vont créer cette industrie qui va transformer le monde et qui vont damer les pions à d'autres. Et donc, nous, pour pouvoir leur permettre de faire ce travail-là, nous faisons cet appel de conscience, cette prise de conscience, qu'ils se disent, oui, on s'est beaucoup amusé, on peut continuer de s'amuser, mais amusons-nous en faisant de l'argent, par exemple. Et donc, nous amenons ces 40 start-upers-là dans la Silicon Valley. Ils vont voir, les Américains savent encore plus s'amuser. Ils disent, play hard, work hard, play hard. Voilà, donc plus tu t'es amusé, plus il faut travailler. Donc, ils vont aller voir ces gens, et puis ils vont apprendre, et puis ils vont venir communiquer cette lumière, ce feu-là aux autres. Daouda, question. Donc, concrètement, ils vont partir, ils vont aller s'imprégner pour voir. Est-ce que derrière tout ça, quand ils reviennent, il y a comme une forme de financement? Est-ce qu'il y a un accompagnement derrière? Absolument, non, mais il a raison, parce que vous pouvez avoir, on va dire, l'intelligence et tout, si vous n'êtes pas accompagné, il y a un souci. Écoutez, déjà, j'ai manqué de vous expliquer ça, mais déjà, Africa Gate to Growth s'organise en partenariat avec l'Université de Berkeley. L'Université de Berkeley, que vous savez, qui est un des challengers de Stanford. Donc, si vous êtes dans la zone de la Silicon Valley, l'université d'ailleurs qui est au cœur de la Silicon Valley, c'est Berkeley. Donc, l'innovation se trouve là-bas. Donc, nous avons la première journée le 21, là-bas, à l'intérieur, avec tous ces gens-là. Donc, nos start-upers que nous allons amener dès le matin, ils vont être challengés par eHub. eHub se trouve être l'incubateur de l'Université de Berkeley. Ils vont présenter leurs projets, les gens vont les challenger là-dessus, et puis s'il y a des projets qui sont intéressants, ils ont déjà trouvé un investisseur comme ça. Et quand nous allons finir toute cette journée de vendredi, et il faut dire que l'initiative est soutenue par l'État de Côte d'Ivoire. Oui. L'État de Côte d'Ivoire soutient l'initiative à travers le ministère de la digitalisation et de la transition numérique. Qui prend totalement les start-upers en charge? Écoutez, ça reste une initiative privée, mais soutenue par l'État. Nous croyons la Côte d'Ivoire. Nous sommes de doux rêveurs et il y a des personnes qui croient comme nous, qui nous soutiennent comme l'État de Côte d'Ivoire, mais aussi comme des privés. Et donc, voilà, c'est financé de cette façon-là. Donc, le ministère de la partie, mais également le service de promotion économique, la Côte d'Ivoire en Amérique du Nord, présidé par l'ambassadeur Nza Kamara, et qui, dès les premiers jours, était là dans ce projet. Donc, quand nous avons fini cette première journée avec la présence de ces autres personnalités-là, toute la semaine qui va suivre, nous serons avec un centre qui s'appelle Silicon Valley Innovation Center, qui, lui, a fait des programmes pareils
d'une centaine. Ils en ont fait pour l'Arabie Saoudite, pour la Corée du Sud, pour les grandes nations aujourd'hui qui sont dans la technologie. Ils vont avoir nos gens avec eux pendant une dizaine de jours et ils vont les former et on va faire le tour. On va parler avec les gens de Google, les gars d'Amazon et puis on va faire ce transfert de know-how. Encore une fois, l'aventure 46. Nous allons apprendre pour venir transformer ce pays. Comment est-ce que vous faites justement, vous sélectionnez ces startups qui doivent partir et celles qui sont intéressées maintenant, peuvent-elles s'inscrire? C'est un peu tard parce qu'on a effectivement organisé cette compétition qu'on appelait Ivoitech Champion. On veut des champions locaux dans d'autres secteurs de notre économie, mais il en faut dans la technologie. Okay. Et donc, il y a eu cette compétition, une centaine de candidats. Et sur la centaine de candidats, 10 ont été sélectionnés parce que c'était les meilleurs, ils avaient les meilleurs produits. Okay. Et ce sont ces 10-là qui sont pris en charge pour faire ce travail. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand ces 10-là seront pris en charge, ils reviendront avec la connaissance qu'ils ont acquise et ils doivent la partager avec les autres. En plus un transfert de compétences. En plus de l'implémenter dans leur entreprise, ils doivent le partager avec les autres. Et nous allons faire un suivi rigoureux pour que ces efforts que nous avons faits, pour que la foi que les gens ont placée dans cette initiative-là ne soit pas comme un coup d'épée dans l'eau. Merci beaucoup. Vous êtes le président du comité d'organisation d'Africa Gate to Growth. Et vous partez quand? Le 21, on est censé être là-bas le 21, mais Linda, c'est le 19 qu'on part. Hein. On part le 19, toute la délégation ivoirienne. Très bien, et bon voyage en même temps. Merci et ce sera beaucoup, forcément un franc succès, comme l'a été l'aventure 46. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation de Africa Gate to Growth. Vous êtes maître Camara Lassine Katan. Tout à fait. Et voilà, avocat au barreau de Côte d'Ivoire, pour accélérer la transformation numérique et financière de notre Afrique. Merci d'être venu. Merci à vous, Madame Mellet. J'aurais une petite question pour vous. Oh non, c'est moi qui pose les questions. C'est vous qui posez les questions, mais est-ce que vous aimez l'initiative? Est-ce que vous y croyez un peu? Moi, je suis un peu... Bon, on parlera de ça après. Merci. Merci en tout cas d'être venu. En off. En off, voilà. Merci Élisée, Herman, merci. Marius, merci. Daouda, merci. Merci de nous avoir suivis. Tout à l'heure, vous aurez donc Maquisard. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.